Elle s'appelle Nathalie Garzon. Si vous êtes francophone, vous la connaissez peut-être. Elle est en Israël depuis 2004. Son métier, business, mentor, stratégiste et coach. Son Alia Story, c'est maintenant. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Alia Story, c'est vous, c'est nous. Bonjour Nathalie. Bonjour Cathy. On est très content de t'avoir. Voilà. Également. Parce qu'on t'a vu, on t'a entendu à plusieurs reprises, mais on ne connaît pas très bien ton parcours d'Alia. Pourquoi tu es venue en Israël et depuis quand tu es là? Ben oui, voilà, c'est pour ça que je suis là. Alors, tu as grandi à Paris. Oui. Tu as une enfance tout à fait normale. Oui, j'étais à Yavne. Yavne, les mouvements de jeunesse. Bnei Akiva. Voilà, famille traditionnaliste. Oui, tout à fait. Et puis, à 17 ans, tout bascule. Voilà, 17 ans, je décide d'aller au séminaire à New York. Parce que tu étais en quête de sens. Tout à fait. Quelque chose qui va souvent revenir dans ta vie d'ailleurs. Eh ben, écoute, c'est vraiment, on va dire, une valeur transversale qui revient, un dénominateur commun qui revient beaucoup jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. Ok, donc c'est pas très, très courant. J'imagine que tes parents ne devaient pas être très chauds non plus pour te voir partir. Bah, disons que c'était un petit peu ma décision de faire un séminaire, recherche de sens, recherche de connexion avec quelque chose de plus spirituel, de plus mystique. Et puis j'ai atterri à New York à 17 ans. Voilà. J'imagine un autre monde. Ah oui, complètement. La découverte. Complètement. La je parlais l'anglais qu'on parle en terminale, rien de plus que ça. Ce qui est intéressant, c'est que j'avais pas du tout peur. C'était tout nouveau, mais j'étais tellement motivée par cet objectif que je m'étais fixé, qui était de rentrer dans un nouveau monde et de participer à ce monde-là et d'appartenir à ce monde-là, que pour moi, c'était presque facile. Donc, comme quoi, parfois, il faut s'écouter. Hein. Voilà. Donc, tu fais ton séminaire, ça dure 2 ans. Ouais. Et puis, parcours classique d'une jeune fille religieuse, parce que pour le coup, tu fais également de Tchouva, tu deviens charédite complètement. Complètement. Ça veut dire une vraie orthodoxe. Ah oui, complètement. Pas de télé. Pas de musique, pas de télé, habillé, les collants, tout, la totale, être filote 3 fois par jour, très, très, très croyante et très heureuse, très épanouie. Vraiment trouver ma place dans ce monde qui finalement apporte beaucoup, beaucoup de réponses et qui apporte beaucoup de sens. Et donc moi, j'étais vraiment en recherche de sens et ça m'allait totalement. Donc, parcours classique d'une jeune fille qui finit le séminaire, à la fin, on se marie. Ah bah oui, ça... C'est un peu l'objectif, hein, voilà. Un chidour, quelques rencontres. Je crois que pour toi, c'était 6 ou 7, c'est voilà, ça 7 rencontres. J'ai même eu la chance de recevoir un chidour de la rabbetsen du séminaire, donc la rabbanie du séminaire. Donc c'était quelqu'un vraiment... de bien. Ah bah voilà, donc en tout cas la rabbinite, voilà. Voilà, donc mariée, 7 rencontres, 3 mois, mariée, voilà. Et là, patatras. Et là, patatras, voilà. C'est une histoire que je raconte pas beaucoup. C'est vrai qu'on en a parlé avant et je t'ai donné la permission d'en parler parce que c'est vrai que c'est une histoire personnelle. Mais j'ai décidé de commencer à en parler d'abord parce que j'écris mon livre et comme on va en parler, et aussi parce que je pense qu'il y a un message derrière, au-delà d'une histoire personnelle. Il y a un message et donc effectivement, patatras. Alors tu te retrouves à 20 ans soumise à la violence de ton mari qui n'est pas beaucoup plus âgé que toi. Oh, il a 6 ans de plus que moi, mais c'est quand même... C'est pas trop, on va dire. C'est pas un vieux... voilà. Non. Mais il te bat. Ben, il vient d'un milieu complètement différent, d'une éducation complètement différente, d'une culture différente, où apparemment dans cette culture, c'était plus accepté, on va dire. Donc, ben oui, complètement un décalage de culture, décalage de mentalité. Et effectivement, à ce moment-là, c'est un petit peu un cauchemar qui commence. On a du mal à imaginer, quand on te voit comme ça aujourd'hui, d'accepter, parce que tu es restée quand même 3 ans mariée. Alors, tu me disais que c'était pas énormément de temps par rapport aux statistiques des femmes qui subissent la violence de leur mari. Mm-hmm. En général, elles restent beaucoup plus longtemps que 3 ans. Elles ont du mal à partir, mais 3 ans, quand même, c'est très long. Ouais. Ouais. C'était des violences quotidiennes ? C'était des violences surtout qui n'étaient pas prévisibles. Donc c'est un petit peu ça la caractéristique. Moi j'ai beaucoup lu et étudié sur ce phénomène parce qu'effectivement on se pose des questions et on se dit mais pourquoi moi ? Pourquoi ça se passe comme ça ? Et en fait c'est des personnes qui ne sont pas du tout prévisibles et qui peuvent être très très gentilles à certains moments
Et puis tout d'un coup, avoir une crise, quelque chose qui les énerve, et puis quelque chose qui ne peut pas s'exprimer en mots et qui s'exprime autrement. Mon analyse, parce qu'effectivement, après, j'ai quand même fait une psy, j'ai quand même essayé d'aller chercher un petit peu les raisons, c'est que finalement, quand on n'est pas connecté à soi à l'intérieur, on peut se retrouver à vivre des choses qui sont complètement décalées avec qui on est. Et c'est vrai que mon chemin, même si j'étais à l'extérieur bien au niveau de mon choix de vie religieuse, à l'intérieur de moi, je n'étais pas connectée, je n'avais pas fait les vraies recherches, les vraies introspections qui font que vraiment on fait cette démarche de manière pleine et entière. Et donc j'avais voulu vraiment prendre le raccourci, rentrer dans la case, rentrer dans la boîte. La boîte orthodoxe, on va dire, juif orthodoxe, très pratiquante et très à fond. Alors, j'imagine que lorsque tu as entendu la semaine dernière les manifestations contre les violences faites aux femmes en Israël, ça a dû faire écho quand on voyait sur ces arrêts de bus les noms de ces femmes, les avis de décès de toutes ces femmes. C'est quelque chose qui a dû vraiment te toucher doublement. Ça me touche toujours parce que, doublement, d'abord par rapport à la souffrance que ces femmes, bien sûr, subissent, mais aussi par rapport à l'incompréhension du public, et sans jugement, parce que c'est impossible à comprendre si on ne passe pas par là, de comprendre vraiment quel est le processus vraiment qui se passe pour une femme battue. Il y a vraiment un décalage d'estime de soi, il y a un décalage d'image de soi, il y a un décalage où la femme en elle-même n'est pas entièrement convaincue de ce qu'elle vaut. Et donc, ce drame, qui est un drame bien sûr physique et qui est un drame de grande souffrance, mais c'est très souvent un drame psychologique et émotionnel qui fait qu'en fait, elles sont en désarroi. Et quand on leur dit, par exemple, ce qu'on m'a dit à moi aussi, puisque j'ai été voir aussi des professionnels et j'ai été essayer de trouver des solutions parce que tu avais 2 petits-enfants et tu ne voulais pas te sauver, tu voulais rester, arranger les choses, tu voulais soigner. Évidemment, on avait deux petits-enfants et j'étais religieuse. Le divorce, c'était la dernière solution. Et les professionnels, alors bon, ceux qui sont spécialisés peut-être moins, mais ceux qui sont bien intentionnés et qui disent il faut partir. Il faut partir, mais bien sûr. Comment tu peux rester ? Il faut prendre tes affaires et partir. Et moi, j'avais été voir plusieurs professionnels qui m'avaient dit ça. Et je me trouvais complètement incomprise. Et je leur disais, mais vous ne comprenez pas, je ne peux pas partir. Pourquoi je ne peux pas partir ? Parce qu'en fait, le problème est dans la solution. Parce que pour partir, il faut avoir une estime de soi, il faut avoir de la force, il faut avoir du courage. Et comme on est à moins 10 ou moins 100 en courage personnel ou en image de soi, on n'a pas la force de partir. Alors, on ne devient pas coach par hasard, j'imagine, enfin mentor, et on n'a pas envie d'aider les autres à se révéler par hasard. Il faut souvent, sur son chemin, rencontrer des mains tendues, des personnes qui nous aussi, nous ont aidés à nous transformer. C'est exactement ce qui t'est arrivé, puisque tu as rencontré une psy sur ton chemin qui, elle, t'a donné la force et t'a aidé à regagner ton estime de soi, reprendre confiance en toi et avoir la force de partir et de changer de vie. Tout à fait. En fait, elle a fait un travail très intelligent, c'est-à-dire qu'au lieu de prendre le problème de front et de dire il faut partir, elle m'a dit ok, on va travailler ensemble pour voir comment tu peux retrouver la force, retrouver l'image de toi, la confiance en toi. Et elle a travaillé sur ma confiance en moi et toute seule en fait s'est remontée. Et après effectivement, j'avais plus aucune raison de rester puisque j'avais assez de force en moi. Donc, tu étais encore bien jeune, hein, tu devais avoir quoi, 23 ans, 24 ans ? Oui, j'avais 23 ans, exactement. Voilà. Et donc, est-ce que Israël était déjà dans ta tête ou il y avait déjà trop de choses à gérer ? Alors, c'était surtout un état de survie, avec 2 enfants. Mais mon fils avait 2 ans, ma fille avait 9 mois. Donc, c'était vraiment un état de survie de tous les jours, de pouvoir passer d'une journée à l'autre. Donc, Israël, c'était un projet que je n'avais pas encore. Et donc, à ce moment-là, j'ai préféré rentrer en France parce que j'étais encore aux États-Unis. Tes parents étaient en France ? Mes parents étaient en France. Donc, ils ont pu t'aider. J'ai choisi de passer à Strasbourg. Donc, ils habitaient à Paris. J'ai choisi d'habiter à Strasbourg. Ah, voilà. D'accord. Et donc, c'était un choix. J'avais des amis qui m'ont accueilli, trouvé un travail, trouvé un appartement. J'ai été très, très bien entourée. Après, c'était les morceaux émotionnels et tous les morceaux à l'intérieur qu'il fallait recomposer. Voilà. Alors, tu lâches tout, bien évidemment. Tu n'es plus religieuse à cette époque-là. Alors, pas à ce moment-là. Pas tout à fait, pas encore. Pas à ce moment-là. Alors, non, okay. À ce moment-là, c'est pas encore... non, j'ai encore ma perruque. Je suis encore... Ça t'a pris combien de temps de tout lâcher ? C'est quand les procédures du divorce ont été très compliquées et que j'ai dû faire face aussi à 5 ans d'attente pour le guet et à faire face... Tu es partie avant le guet, voilà, évidemment, voilà. Et après tu as attendu 5 ans. Voilà.
Et donc là, effectivement, ça a été un petit peu too much quand même, un peu trop. Et too much, pourquoi? Tu as dû soudoyer des personnes pour obtenir ton guet? En fait, le système tel qu'on le sait aussi, tel qu'on le connaît, c'est aussi une de mes batailles qui fait qu'aujourd'hui, c'est que l'homme qui peut décider quand il donne le divorce. J'ai été vraiment soumise à son bon vouloir. Il n'a pas voulu donner le guet. Bon, après, c'était un peu prévisible. Et après avoir mêlé les autorités américaines, israéliennes, françaises, enfin, j'avais vu je ne sais pas combien de rabbinim, ça s'est toujours pas fait. Et donc, effectivement, une amie à moi des États-Unis m'a parlé d'un monsieur dont c'était le métier, dont on ne citera pas le nom, et de négocier le guet. On va dire, négocier, c'est un mot gentil, oui. Payer très cher. Non, c'est surtout que c'était autre chose que des mots. Sérieusement. Mon Dieu. Ok, donc j'imagine qu'après ça, tu étais complètement écœurée. On peut dire que là, j'ai vraiment tout lâché, oui. Pourquoi j'ai tout lâché? C'était parce que je me suis rendu compte vraiment j'avais été très très loin en décalage par rapport à qui j'étais à l'intérieur. Et je me reconnaissais plus du tout. La personne qui vivait cette vie-là n'était plus moi-même. Et donc là, j'ai décidé de faire chemin inverse et de dire, je vais retrouver cette personne à l'intérieur, je vais faire sa connaissance et je vais savoir qui elle est, ce qu'elle veut, pourquoi elle est là. Et ça a été un parcours que je continue encore aujourd'hui, de découverte de moi et de comprendre qui je suis et qu'est-ce que je veux vraiment. Et quelle est ta mission? Quelle est ma mission, exactement. Alors, on va en parler, mais je refais un petit peu marche arrière par rapport à ton lien avec Israël, oui. Parce qu'à cette époque-là où tu lâches tout, donc tu te retrouves un peu, tu vis dans un univers où il n'y a pas beaucoup de juifs avec toi, enfin, tes fréquentations ne sont pas forcément juives, tu commences à devenir un peu schizophrène, tu mets les choses tu compartimentes ta vie, tout à fait. entre la vie du juif de l'intérieur et celle de l'extérieur, comme je le dis souvent. Et puis, il y en a qui s'en accommodent très bien. Oui. Mais toi, apparemment... ça, c'était plus possible. C'était plus du tout possible. J'étais en crise identitaire, en crise spirituelle, parce que pour moi, quitter la religion, c'était pas quitter mon identité, c'était pas quitter ma dimension spirituelle. Je me sentais pleinement juive. Et comme tu le dis si bien, je me retrouvais schizophrène à ne pas pouvoir être pleinement qui j'étais. Et donc, pour moi, Israël, c'était la seule solution. C'était vraiment pour être alignée avec qui j'étais à l'intérieur et pouvoir vivre pleinement mon judaïsme, parce que c'est pas parce qu'il n'est pas religieux que ce n'est pas un judaïsme. Tu sentais qu'être juive en France sans être religieuse, c'était un lien qui était faux, qui était fragile, tu pouvais perdre carrément ton identité juive. Je sentais qu'en fait, les seuls liens qui me restaient avec le judaïsme, c'était les actes de religion, donc qu'on peut voir, qui sont visibles, et que dès qu'on passait à des discussions ou des concepts spirituels ou des attachements identitaires, c'était beaucoup plus difficile à exercer dans un rituel de vie quand on n'a pas la religion. Et donc, si Israël n'existait pas, peut-être que j'aurais inventé un système, je ne sais pas, peut-être que certains l'ont fait, mais Israël existait et c'était la meilleure manière pour moi d'être juive sans avoir besoin d'être pratiquante. Donc, pour lutter contre la fragilité de ton identité juive, tu as fait ton alliance. Exactement. Avec tes enfants. Exactement. Alors, il faut être quand même un peu dingue, puisque on va dire que tu n'avais pas beaucoup d'argent, pas de famille. Non. Tu n'avais rien, en fait. Non. Pas vraiment de métier, puisque tu avais passé un diplôme par correspondance, un 3e cycle. Tu avais été ganénette aux États-Unis, on ne l'a pas dit. Mais à part ça, c'est pas évident, quoi. J'avais un petit peu progressé professionnellement en France. J'étais passée de ganénette quand même à formatrice. Enfin, j'avais trouvé... Oui, tu avais évolué, tu avais fait quelques jobs. Voilà. Mais c'est vrai que venir en Israël comme ça... Alors, bien sûr, je m'étais dit, je prends 1 an, je vois ce que ça donne, etc. Mais mon fils avait 10 ans, ma fille avait 8 ans, mais c'était pour moi clair que c'était la solution vraiment à notre situation. Il y a beaucoup de femmes, comme on dit, des familles monoparentales, des femmes avec des enfants, etc., qui ont envie de venir en Israël et qui savent que c'est un peu compliqué. Il n'y a pas d'aide vraiment comme il peut y avoir en Europe ou en France. C'est vraiment très dur. Alors, je vais répondre à cette question à deux niveaux. Premier niveau, c'est vraiment très dur. Il ne faut pas mentir. Mais c'est vraiment très dur d'être une mère seule, de toute façon. Dans n'importe quel pays du monde. Dans n'importe quel pays du monde. Okay. Pour toutes les raisons qu'on peut imaginer. Mais le deuxième niveau, qui je pense, en tout cas moi, m'a donné les forces et qui je pense peut donner les forces à d'autres femmes, c'est de se connecter à sa mission. C'est de se connecter à l'objectif à long terme. C'est de savoir que moi, je me réveillais tous les matins, je me disais, j'ai amené mes enfants en Israël. Je suis sûre que mes enfants ne se marieront pas en mariage mixte. Je sais que mes enfants sauront ce que ça veut dire être juif. Je sais qu'ils vont grandir dans ce pays qu'ils ont la chance de connaître.
Et pour moi, ça me donnait la force d'aller chercher du travail, de pas avoir de voiture la première année. Il y avait énormément de choses qui étaient techniquement difficiles, mais dans la tête, c'était une libération. C'est-à-dire que on va dire ce changement, ce bouleversement dans ta vie t'a amené jusqu'à ta mission d'aujourd'hui, puisque tu as décidé d'aider et de mettre à profit ton expérience un peu de vie douloureuse dont tu t'es sortie pour aider d'autres personnes. Mais surtout, alors ça c'est assez intéressant, c'est que tu veux les aider en business, puisque tu es coach en business, mentor en business, je ne sais pas comment on peut dire ça, mais comment on passe de l'un à l'autre? En fait, c'est très lié. Parce que les entrepreneurs sont des personnes qui sont très, très créatrices, qui sont des personnes qui veulent amener du changement, qui veulent apporter leur pierre à l'édifice, qui veulent apporter leur manière de faire les choses et qui ont une idée de quelque chose qu'ils veulent créer. Et pour moi, les entrepreneurs, c'est vraiment le changement de demain. C'est eux qui vont amener le changement. Quand on est dans une dimension de mission et d'apporter du changement et de contribuer, d'avoir un impact, c'est très difficile de le faire si on n'est pas indépendant ou si on n'a pas son propre business, parce qu'on est toujours sous l'autorité d'une autre structure ou d'une autre société. Donc pour moi, les entrepreneurs sont vraiment ceux qui peuvent porter le drapeau de leur impact et de leur contribution. Mais, et ce n'est pas un mais exclusif, mais il faut qu'ils puissent se connecter à eux-mêmes. Il faut qu'ils puissent eux-mêmes savoir pourquoi ils sont là et quelle est cette intuition très forte qu'ils ont de vouloir partager quelque chose, de vouloir ouvrir quelque chose, de vouloir créer quelque chose. Pourquoi ils ont cette intuition-là et comment ils font pour la concrétiser. Et ça me passionne. Ça, vraiment, ça me passionne de les aider à pouvoir créer leurs rêves et de pouvoir réaliser leur ambition. Je trouve que c'est vraiment c'est très, très positif et c'est ça l'avenir de demain. Alors au début, quand tu arrives en Israël, tu as monté une entreprise qui s'appelait une boîte de conseil, en fait. Conseil pour entreprendre en Israël, en gros, et pour aider les sociétés françaises à s'implanter en Israël. C'était un peu ça, ta mission. Mais là, elle a encore un peu dévié aujourd'hui. Oui. Alors, c'était pas juste au début parce que ça a duré un petit moment. Non, parce que je dis toujours, c'est très difficile de s'installer en indépendant quand on vient de démarrer. Donc, j'ai passé quand même bien 8 ans en tant que salarié, même si je savais que c'était pas mon destin d'être salarié. Tu travaillais dans la high-tech, tu as fait plein de choses. Voilà. Dire la mais c'est vrai que pour moi, aider les entrepreneurs qui voulaient venir de France en Israël, ça a été ma première mission d'entrepreneur indépendante, effectivement. Ouais, parce que évidemment, ça ne s'invente pas, ça s'apprend. Puis tu as été au contact, quand tu faisais de la high-tech, de plein d'entrepreneurs, j'imagine que tu as beaucoup admiré. Et ça t'a donné sûrement des idées. Voilà. Et c'est ce que tu as fait avec les francophones. Et puis à un moment, tu t'es dit, les francophones, oui, mais j'ai envie de faire encore autre chose. Alors, c'était une évolution, on va dire. C'était pas encore autre chose, c'était plus une évolution. Aller plus loin. Le conseil, ce que je dis tout le temps, la différence entre le conseil et le coaching. Le conseil, c'est avoir une expertise et dire, voilà, je te conseille de faire 1, 2, 3. Le coaching, c'est donner la force à la personne de trouver des solutions par elle-même. Et cette transformation du conseil au coaching, pour moi, ça a été essentiel parce que je pense vraiment que les entrepreneurs sont eux-mêmes au centre de leur ambition, de leur intuition, de leur création. Mais pourtant, on voit plein de petits entrepreneurs qui galèrent, qui ont des idées, qui sont bons, sont de très bons professionnels, etc. Mais ils n'arrivent pas à s'en sortir, ou financièrement, ou ils ont pas de trésorerie, donc ça galère un peu. Alors, Est-ce que même ceux-là, tu peux les aider ? En fait, la solution, c'est pas tellement de faire des choses qui sont faciles, en fait. C'est pas de faire des choses qui font... Si le thermomètre, on va dire, c'est par rapport à la difficulté, et de dire si c'est difficile, je le fais pas, effectivement, l'entrepreneuriat, c'est pas une option. Par contre, les entrepreneurs qui sont alignés avec qui ils sont à l'intérieur d'eux-mêmes et qui savent vraiment se connecter avec leurs dimensions, mais c'est une recherche, c'est un travail d'introspection, de savoir qu'est-ce que je veux vraiment faire. Une fois qu'ils sont connectés à ça, il n'y a rien qui les arrête. Et même quand c'est difficile, ils tombent et ils se relèvent. Parce qu'ils savent que c'est leur mission. C'est découvrir sa propre mission. C'est découvrir sa propre mission. Ça peut prendre toute une vie. Je parle souvent de la spirale. On est sur une spirale, on est en chemin, on redéfinit à chaque fois le même thème à un autre niveau. Et il ne faut pas s'impatienter parce qu'à chaque fois, ça se transforme, la mission se transforme et évolue. Donc, comme on disait, il y a des gens qui cherchent et qui ne s'arrêteront jamais de chercher. Et puis, il y a des gens qui ne se posent pas forcément des questions. Et c'est aussi OK. Il n'y a pas de jugement là-dessus. Donc, tu sors un livre sur ce thème parce que tu as eu encore envie d'aider les gens, vraiment. Oui. Tout à fait. Sur ce thème-là, de recherche personnelle, de trouver sa mission et de mettre cette mission-là au service de son travail.
et de surtout prendre conscience de l'importance des décisions et des choix qu'on prend dans la vie. C'est vraiment quelque chose que je vois autour de moi, que ce soit les entrepreneurs, que ce soit les personnes dans leur vie personnelle. On a tous, à chaque moment, la possibilité de faire un choix. À chaque moment, la possibilité de choisir une option ou une autre. Et chaque choix qu'on fait nous amène plus proche ou plus loin de qui on est et de sa mission. Et donc, prendre conscience de l'importance de chacun de ces choix, c'est ça qui fait qu'on va pouvoir vivre une vie qui est plus proche de qui on est ou pas. Alors, depuis 2004, est-ce que ta vie est plus proche de ta mission ? Est-ce que tu as pu découvrir un peu Ah oui, c'est clair. Ah oui, non, mais c'est fantastique. 2004, tu arrives en Israël. Hein ? Oui, bien sûr. Non, c'est fantastique. D'abord, je pense qu'Israël a été un vrai élément de connexion à l'intérieur de moi, parce que je pense vraiment qu'être là, ça m'a ouvert une dimension que je n'avais pas à l'extérieur. Bon, ça, c'est personnel, hein, pas tout le monde ne peut se repérer par rapport à ça, mais moi, en tout cas, Israël m'a donné la possibilité, ce contexte de pouvoir m'ouvrir vraiment et de me découvrir à moi-même. Et depuis, le chemin, mais bon, j'espère qu'il ne s'arrêtera pas là. Hein. Pour moi, c'est un chemin qui continue. Mais effectivement, je pense qu'à se poser des questions à chaque étape de quels sont les choix qu'on veut faire et qui on est vraiment et comment avoir le courage de faire les choix par rapport à qui on est, c'est pas facile. On a déjà dit que ce n'était pas un critère de choix, la facilité. Mais c'est le vrai. C'est le vrai et c'est ça qui fait qu'on est aligné à soi-même. Et j'ai aussi vu par rapport beaucoup d'expériences de gens autour de moi et de choses logiques en fait qui font qu'on réussit beaucoup plus quand on s'aligne à soi-même. Ça peut prendre un peu de temps, mais on réussit. Il faut être courageux parce que parfois ce sont des choix un peu difficiles. Il faut couper, des choix tranchés. Oui. C'est pas toujours simple. Exactement, c'est exactement ça. C'est tranché, mais la réussite vient aussi financièrement. C'est-à-dire que c'est pas que un choix d'alignement et on va vivre d'amour et d'eau fraîche. À partir du moment, et ça je le vois autour de moi, je le vois les entrepreneurs que j'aide, à partir du moment où les décisions sont alignées, à partir du moment où les choix sont faits, eh ben, l'abondance s'ouvre. Et les choix font vraiment que les personnes peuvent gagner, comme tu disais tout à l'heure, après beaucoup de travail et beaucoup d'investissement, mais l'alignement fait que l'abondance est au rendez-vous. Ok. Alors, on ne l'a pas dit, mais vous ne vous êtes pas inventé dans ce job, parce que vous avez quand même passé un MBA à l'Université hébraïque de Jérusalem. Oui. C'est assez rigolo d'avoir choisi cette voie business tout de suite pour avancer. Je vais te dire honnêtement, c'est vraiment une question qui continue encore à m'habiter, et peut-être que je vais évoluer vers du développement personnel, on ne sait pas, peut-être que... pour moi, le business, c'est une manière de s'épanouir au niveau du développement personnel. C'est comme ça que je vois le business. C'est pas ma manière. Alors bien sûr que j'ai mon MBA, j'ai les techniques, j'ai les outils, j'ai le conseil, j'ai tout ce que j'ai accumulé avec 15 ans d'expérience pour accompagner les entrepreneurs. Mais la dimension de développement personnel fait que ça devient un chemin de vie et pas juste un chemin de business. Alors, ce pourquoi tu as décidé aussi d'écrire ce livre qui va sortir prochainement, je pense. Tu es aussi, on va juste le dire rapidement, parce que malheureusement, le temps qui nous est imparti, on pourrait parler encore longtemps, mais on ne peut pas. Tu fais partie d'un mouvement, en tout cas, tu as été approché par un mouvement qui s'appelle No More Boxes, par en fait une jeune femme qui habite en Islande. Oui, voilà, tout à fait. Et qui t'a entendu, parce que tu es très active sur les réseaux sociaux. C'est un espèce de mouvement de leadership social pour un peu enlever les barrières et penser, penser en dehors des boîtes. Exactement, tout à fait. Pour donner la parole à tous. Voilà, exactement. Et donc, on s'est rencontrés, elle m'a interviewée dans son podcast. Et effectivement, le combat, c'était un petit peu ce qu'on fait maintenant, c'est de propager cette parole et de sortir des boîtes et de se regarder plus à l'intérieur et de savoir de faire ses choix par rapport à qui on est à l'intérieur et pas par rapport aux boîtes dans lesquelles on est. Et dans ta vie, ça marche aussi puisque tes 2 enfants ont grandi en Israël. L'un est devenu Haredi et l'autre, tu as une fille qui est Chilonite aujourd'hui. Oui. Ça marche bien à la maison ? Tout marche très très bien. Ouais. Tout marche très très bien. Il faut de la communication, il faut de l'acceptation, il faut savoir ce dont chacun a besoin et il faut surtout préserver la connexion de soi à chacun et c'est les choix qu'il faut respecter de chacun, tout à fait. Pas facile. Non, c'est pas difficile là, pour le coup. Il y a beaucoup de choses qui sont difficiles, mais ça c'est pas difficile. Non, ils sont grands. Hein. On parle grands, mais bon, justement, parfois quand ils sont grands, c'est aussi c'est pas simple non plus. C'est sûr qu'il y a eu les moments d'adolescence, etc. Mais aujourd'hui, il y a un équilibre de respect mutuel et de compréhension de chacun. Et je pense que la communication, ça aide beaucoup aussi.
Bon. En tout cas, merci pour ce parcours. Si vous avez envie d'entendre un peu plus longuement Nathalie Garzon, vous pouvez l'écouter, enfin vous pourrez l'écouter aux alentours du 8 mars. Elle donne une conférence à la Viso, une conférence pour aider les femmes justement à se prendre en main, à trouver leur mission, à se reconnecter à elles-mêmes, à avoir du courage. Exactement. On peut se connecter sur la page La Viso à Vive, puisque ce sera Ranana. Oui, tout à fait. Voilà, on n'a pas encore exactement la date, mais bon, connectez-vous, restez en alerte sur Facebook. Merci beaucoup Nathalie Garzon. Merci Cathy. À bientôt. Merci beaucoup. Ciao. Au revoir. Ils ont relevé le défi de l'ALIA. ALIA Story, c'est vous, c'est nous.